Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acteurs de la science. Collection dirigée par Richard Moreau, professeur honoraire à l'Université de Paris 12. Et Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. La collection Acteurs de la science est consacrée à des études sur les acteurs de l'épopée scientifique moderne, à des inédits et à des réimpressions de mémoires scientifiques anciens, à des textes consacrés en leur temps à de grands savants par leurs pairs, à des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et la pratique de la science. Dernière parution. Yvon Michel Briand, Aspect de la résistance bactérienne aux antibiotiques, 2012. Roger Tessou, Charcot, Freud et l'hystérie, 2012. Gilali Hadjoui, Camille Arambourg, Une œuvre à travers le monde, 2012. Jacques Marc, Comment l'homme quitta la Terre, 2012. Georges Mathieu, La Sorbonne en guerre, 1940 à 1944, suivi de Journal de la Libération de Versailles, 2011. Norbert Gwald, L'épidémie et la démorésilience, 2011. Jean-Pierre Aymar, Karl Landsteiner. L'homme des groupes sanguins, 2011. Pierre Pajot, La santé des Limousins et des Périgourdins au XIXe siècle, 2011. Yves Delange, Conversation au bord de la Sorgue, Jean-Henri Fabre et Louis Pasteur, 2011. André Audoineau, D'un pays à l'autre. Chronique d'un médecin colonial, 2011. Roger Tessou, L'aigle et le caducée. Médecin et chirurgien de la Révolution et de l'Empire, 2011. Henri de Lorna, Les tribulations d'Henri en Pologne occupée, 1941-1945. Témoignage, 2010. Giboulène, R. Moreau, Pézère, Éléments d'histoire agricole et forestière, 2010. Jean C. E. Accent aigu A, Une vie de mathématicien. Mes émerveillements, 2010. Bernard Feduti, Copernic, Kepler, Galilée face au pouvoir, 2010. Du même auteur. Charcot, Freud et l'hystérie, Editions L'Harmattan, 2012. L'aigle et le caducée. Médecins et chirurgiens de la Révolution et de l'Empire, Editions L'Harmattan, 2011. Une histoire de l'ulcère gastro-duodénal. Le pourquoi et le comment, Editions L'Harmattan, 2009. Dictionnaire des médecins, chirurgiens et anatomistes de la Renaissance, Editions L'Harmattan, 2009. Dictionnaire mémorable des remèdes d'autrefois, Editions L'Harmattan, 2007. 4 siècles de thérapeutique médicale du XVIe accent grave au XIXe accent grave siècle en Europe, Editions L'Harmattan, 2007. La médecine à la Renaissance, Editions L'Harmattan, 2002. Citation. Notre organisation est matérielle, et par cela même assujettie aux lois qui régissent la matière. G. Andral, cours de pathologie interne. L'hématologie pathologique ne commencera en effet de s'enrichir de faits de quelque valeur, que lorsque le sang d'un grand nombre de malades aura été soumis à l'investigation chimique, et examiné par le microscope. G. Andral, Essai d'hématologie. Collection particulière. Préface. Toute la suite des hommes pendant la série des siècles peut être considérée comme un seul homme, qui subsiste toujours et apprend continuellement. Pascal. Gabriel Andral, 1797 à 1876, connut une époque de grands bouleversements historiques et scientifiques. Paul Trier, 1843 à 1912, affirmait, en 1899, qu'il prit la plus grande part à l'expansion scientifique qui caractérise les dernières années de la Restauration. Pour parodier la Genèse, avant François Magendie, 1783 à 1855, et Claude Bernard, 1813 à 1878, la médecine était un chaos. Construite sur l'humorisme, elle ne savait pas encore qu'elle allait mourir. Andral l'avait deviné. Il fut la première sentinelle à pressentir les temps nouveaux, sans voir encore exactement ce qu'il promettait. Depuis 1816, date de parution sous la plume de François Brousset, 1772 à 1838, de l'examen de la doctrine médicale généralement adoptée, 2 écoles s'affrontaient avec leurs 2 champions, Brousset d'un côté, René Théophile Hyacinthe Laënnec, 1771 à 1826, de l'autre. Le premier était farouchement matérialiste. Il écrivait avec verve et maniait la plume avec pugnacité.
Fidèle à François-Marie Xavier Bichat, 1771 à 1802, et à Pierre-Joseph Jean Cabanis, 1757 à 1808, il rejetait catégoriquement le côté métaphysique des vieilles doctrines médicales et préconisait d'élucider le mécanisme de la maladie plutôt que d'en décrire les rouages anatomiques. Simplement, en toute bonne foi, avec les meilleures intentions du monde, il ne voyait pas l'aspect doctrinaire de ses explications. Il montrait le chemin sans s'y engager lui-même, aveuglé par son besoin de pérorer et de contester. Il suffit de lire la préface de son ouvrage de l'irritation et de la folie pour s'en convaincre. Ses arguments étaient d'ordre philosophique alors qu'il reprochait à Philippe Pinel, 1745 à 1826, d'avoir adopté sans succès une démarche identique. Il défendait les positions sensualistes de John Locke, 1632 à 1704, et d'Étienne Bonneau de Condillac, 1715 à 1780, et se saisissait des travaux de Francis Bacon, 1561 à 1626, de René Descartes, 1596 à 1650, des Albrecht von Haller, 1708 à 1777, de François Chaussier, 1746 à 1828, pour justifier sa prétention à juguler les doctrines systématiques qui, selon lui, envahissaient la science. Il voulait élever un rempart d'airain contre le canto-platonisme, et reprochait aux spiritualistes d'être des gens dominés par une idée exclusive. Ce qui suscitera toujours l'étonnement en lisant l'auteur de l'examen critique, c'est qu'on peut lui retourner les arguments qu'il opposait à ses adversaires. Il y a du Paracelse chez cet enfant de la Révolution. On ne peut lui faire grief de donner la préférence à l'organique aux dépens des principes a priori, mais faudrait-il encore qu'il n'en soit pas lui-même le premier sectateur. Laennec, qui était d'une scrupuleuse honnêteté scientifique et d'une inébranlable fermeté de caractère, recommandait de s'intéresser à la lésion et aux symptômes qui l'accompagnaient plutôt que de définir la maladie, à la manière des pathologistes, qui cherchaient des classements à partir des causes ou à la façon des zoologistes, comme si les maladies étaient des êtres. Il avait le projet d'éditer un traité d'anatomie pathologique, à partir des matériaux réunis pour son cours du Collège de France. La mort l'avait empêché de mener à bien son projet. Néanmoins, son cousin et fidèle disciple, Mériadec Laennec, 1797 à 1873, avait poursuivi l'œuvre du maître à partir de ses leçons et de ses propres notes. Mais la parution du précis d'anatomie pathologique d'Andral en 1829, précédée de celle de l'essai sur l'anatomie pathologique en général de Cruveilhier, en 1819, dont nous parlerons plus loin, l'en avait sans doute dissuadé. Observateur exact et pénétrant, Laennec privilégiait l'examen des formes pour étudier et bien connaître les lésions des organes. Andral, on le verra, avait adopté très tôt le stéthoscope et s'était même permis de critiquer le maître, tout en restant fidèle à la méthode anatomo-clinique qui en était le corollaire. L'inventeur du cylindre, on appelait ainsi les premiers stéthoscopes constitués d'un cylindre de bois, un peu froissé, ne lui en tint pas rigueur puisqu'il le considérait comme une des espérances les plus brillantes de la médecine. Mais donnons la parole à Marie-Paul-Émile Chauffard, 1823 à 1879, témoin plus proche que nous des dernières convulsions de la médecine des systèmes. Sa thèse, soutenue en 1846, intitulait « Essai sur les doctrines médicales », et de ces querelles qui nous laissent perplexes, imbus que nous sommes de nos certitudes, pourtant elles-mêmes remises sans cesse en question. Depuis la publication de ce long et hardi pamphlet scientifique, Broussais dominait la scène, fanatisant les uns, subjuguant les autres, ne rencontrant de résistance que dans l'école anatomopathologique qui travaillait à fonder l'école de Paris. À ce moment, cette école, si elle n'eut eu pour elle la découverte de l'auscultation et l'âpre et dédaigneuse résistance de Laennec, eût pâti et momentanément disparu devant ce que l'on appelait alors l'école du Val-de-Grâce. C'étaient là les deux écoles qui, depuis 1816, se partageaient le monde médical. L'une, école de travail, de recherche, de distinction minutieuse, digne, patiente et calme dans ses œuvres, réunissant autour d'elle une jeunesse laborieuse, toute vouée à la science, qui recueillait de longues observations, s'attachait à bien reconnaître le caractère extérieur des lésions et les signes par lesquels elles se révèlent chez les malades, trop absorbées peut-être par elle. Étude du fait, trop éloignée des idées générales, mais préservée par cela même des témérités de l'esprit de système. L'autre école,
fondée sur une physiologie systématique à laquelle devaient se soumettre tous les faits pathologiques, affirmant une explication simple, facile à saisir, unique, de tous les faits de la santé et de la maladie, entraînant la foule par les séductions d'une interprétation nouvelle, prétendant reconstituer toute la médecine, pénétrer de clarté toutes les régions obscures de la science et de L', ardente et habile à la polémique, méprisant le passé, déversant le sarcasme sur les réputations les plus respectées comme était celle de Pinel, puissante dans ses invectives, accablant d'épithètes inattendues, mais portant coup, tous ceux qui ne se rendaient pas, ayant réussi à faire considérer comme ennemis de tous les progrès modernes les ennemis de la physiologie de L'. Irritation, matérialiste en philosophie, révolutionnaire en politique, cette école sortie du Val-de-Grâce exerçait une domination prestigieuse, fascinant parfois et entraînant ceux-là même qui luttaient contre elle. Il y avait eu dans le passé bien d'autres novateurs persuadés détenir la vérité et acharnés à l'imposer aux autres. Paracels 1498 à 1546 voulut expliquer par la pensée magique et astrologique les processus chimiques, physiologiques et pathologiques. Johann Baptist van Helmont 1577 à 1644 lui emboîta le pas et en rajouta, attribuant aux sorciers et aux diables une foule de maladies, croyant aux amulettes et aux songes, inventant l'archer, sorte d'arbitre des fonctions du corps, précurseur du principe vital. François de la Boë, 1614 à 1672, ramena tout aux fermentations, distillation, effervescence, acidification ou alcalinisation, les maladies étant dues à un excès ou à une insuffisance de ces deux dernières. Georg Ernst Stahl, 1660 à 1734, érigea l'âme en principe moteur et coordinateur de la matière vivante selon la formule de Jean de La Fontaine, « Un esprit vit en nous et meut tous nos ressorts ». Ce fut l'animisme, mais voilà que Théophile de Bordeaux 1722 à 1766, Paul-Joseph Barthez 1734 à 1806, François Chaussier évoquant les mannes d'Hippocrate, proposèrent deux causes supérieures pour expliquer la logique du vivant. D'un côté l'âme ou sens intime qui présidait aux actions de la conscience, de L'. D'autre, la force ou principe de vie qui dirigeait sans que nous en ayons conscience, notre développement et notre conservation. Cela devint le vitalisme, spécialité montpelliéraine. À l'opposé, Hermann Boerhaave 1668 à 1738, soutint que les lois physiques qui s'appliquaient à l'hydraulique comme à la mécanique ou à l'hydrostatique régissaient le fonctionnement du corps humain, d'où une pathologie basée sur la stase, l'obstruction, le croupissement des humeurs. Ce fut l'iatromécanisme. Francis Glisson, 1596 à 1677, avait posé comme principe que l'irritabilité était la propriété fondamentale des tissus et le primum movens de la nutrition, de la sensibilité et de la motilité. Haller reprit ces idées en leur adjoignant la sensibilité, spécifique aux nerfs, et l'irritabilité, propre aux muscles. Dès lors, les traitements visèrent à diminuer ou accroître ces deux propriétés de la matière vivante. On vit William Cullen, 1712 à 1790, ramener toute la pathologie au spasme et à l'atonie. John Brown, 1735 à 1788, parlait d'incitabilité pour désigner une propriété qui stimulait et activait les corps vivants, la vie n'existant que par l'incitation qui dépendait elle-même des stimulants. S'ils étaient trop forts, ils survenaient d'une maladie sténique, s'ils étaient trop faibles, une maladie asthénique. Ils influencèrent Broussais, qui ajouta un système à ceux qui l'avaient précédé. On pourrait admettre qu'en ces temps où les techniques d'investigation de l'organisme étaient pratiquement inexistantes, la pratique médicale ait cherché refuge dans la seule observation. On comprendrait également le besoin de sacrifier à la synthèse qui groupait et comparait les faits, permettant d'accéder à la connaissance du rapport des choses et d'établir les lois censées régir les phénomènes morbides. Toujours est-il que cela reposait sur des constatations empiriques, qui donnaient à l'époque une légitimité et une utilité factice à ces systématisations. Si l'on en croit La Rochefoucauld, il y a toujours une part de vérité dans les grandes erreurs. On peut penser que les événements et les faits les plus anodins du temps présent trouvent leur origine dans les événements et les faits qui se sont déroulés dans le passé. Les excès du broussésisme provoquèrent une réaction en sens opposé qui aboutira, à travers Gaspard Laurent Bell, 1774 à 1816, René Laennec, Gabriel Andral et François Magendie à la naissance de la médecine scientifique, née de l'alliance de la physiologie et de la clinique.
Celle-ci connaîtra une véritable métamorphose en accédant à une sémiologie, construite à partir de nouvelles techniques d'exploration. C'est ainsi que la percussion, préconisée par Jean-Nicolas Corvisart, 1755 à 1821, et l'auscultation médiate, inventée par Laennec, révolutionneront la façon de voir le malade et sa maladie, en permettant la confrontation entre les signes objectifs recueillis par la méthode d'exploration et les lésions découvertes par l'autopsie. C'est ainsi que la mesure précise de la température par le thermomètre modifiera l'interprétation des fièvres, les faisant passer du statut de maladie à celui de signe, bouleversant une sémiologie et une nosologie plusieurs fois centenaires. C'est cette confrontation anatomo-clinique qui tuera les systèmes, aussi sûrement que la découverte de la circulation sanguine et du système lymphatique avait tué l'humorisme de Galien. Broussais et Andral avaient en commun d'exprimer le besoin d'une recherche et d'une démonstration expérimentale. Le premier se berçait avec des mots et des concepts, le second avec des observations et des lésions. Mais tous deux n'avaient en tête que l'anatomie pathologique. Le premier observait par le gros bout de la lorgnette, et ne voyait partout que l'inflammation. L'autre par l'oculaire, démarche plus pragmatique, qui lui permettait de dire que si le processus fébrile se traduisait par des manifestations générales, il n'en restait pas moins qu'il devait correspondre à des affections locales, siégeant dans les liquides ou les solides et succédant à une lésion de nature et de siège inconnu. Broussais, qui n'employait pas le microscope, ne voyait que ce qu'il imaginait. Andral identifiait tout ce qu'il pouvait. L'élève de Nilamont Théodoric L'Herminier, 1770 à 1836, arrivait à une époque qui remettait en question le XVIIIe siècle dans le domaine philosophique et médical notamment. Les conceptions philosophiques et politiques du siècle des Lumières avaient abouti à la tourmente révolutionnaire encore toute proche. Le sensualisme régnait en maître. Dans un ouvrage fondateur de la psychologie sensualiste en France, le Traité des sensations, publié en 1755, réédité en 1778, Étienne Bonneau de Condillac, 1715 à 1780, son promoteur, affirmait que toutes les opérations de l'esprit provenaient de nos sensations. C'est son matérialisme que dénonceront les romantiques, ce qui fera dire à Andral, qui visait Broussais et l'empirisme. Lorsqu'on a rapporté au phénomène de l'irritation toutes les lésions dites organiques, lorsqu'on les a regardées comme l'irritation transformée, n'a-t-on pas procédé comme les métaphysiciens qui ont regardé la sensation comme le point de départ de tous les phénomènes intellectuels et moraux et qui les ont ainsi appelés la sensation transformée? L'Empire avait saigné l'Europe. Le siècle des Lumières, Aufklärung, faisait place à celui des orages et au Weltanschauung, conception du monde, qui remettait en cause le rationalisme trop destructeur à ses yeux. Un idéal positif devait permettre à l'homme d'oublier guerre et révolution, au profit d'idéaux nobles et romanesques. La chute de l'aigle entraîna celle du rationalisme forcené. On allait revisiter le Moyen-Âge et ses preux chevaliers en lisant Walter Scott, en restaurant les monuments gothiques. Lord Byron se dévouait à la cause grecque contre l'oppression ottomane, Garibaldi luttait pour l'unité italienne. La vague franchissait la Manche et réveillait le vieux Shakespeare jusqu'ici assoupi. Bientôt apparaissaient Samuel Taylor Coleridge 1772 à 1834 et William Wordsworth 1770 à 1850 et leurs ballades lyriques. Madame de Staël 1766 à 1817, la bonne dame dit Godefroy, intelligente, ardente et sentimentale, dénonçait le matérialisme et importait le romantisme allemand en France. Le nationalisme pointait son nez derrière l'idéalisme germanique. On a dit du romantisme allemand qu'il était le plus vireux, le plus toxique, peut-être à cause du Sturm und Drang, tempête et passion. Goethe, 1749 à 1832, Schiller, 1759 à 1805, Grimm, 1785 à 1863, Heine, 1797 à 1856, allaient bouleverser la littérature et Beethoven, 1770 à 1827, Schubert, 1797 à 1828, Weber, 1786 à 1826, la musique. Bientôt Chopin, 1810 à 1849, tendre, mélancolique, rêveur et passionné allait faire vibrer le cœur romantique de Paris. Et Berlioz, 1803-1869, transfuge de la médecine,
dont la symphonie fantastique avait épouvanté les Meyerbeer 1791 à 1864, ou les Halévy par la nouveauté de son ample et infinie mélodie, faisait croire aux Français qu'ils avaient trouvé leur Beethoven. Et surgissait Géricault 1791 à 1824, peintre rempli de véhémente violence, aux coloris nourris de deuil, de souffrance et de sang. Et puis venait Chateaubriand 1768 à 1848, arborant Dieu, la nature et l'histoire, Lamartine 1790 à 1869, ce grand mélancolique à la prosodie mélodieuse et cadencée, Hugo 1802 à 1885, géant frénétique et grandiose. Entre Hernani et la fantastique, pas de querelle mais l'harmonie, complice des outrances et des lyrismes, les mots qui explosaient, les notes qui éclataient. La guerre des chevelus, terreur du bourgeois glabre et chauve, était déclarée. Aux grognards de l'Empire succédaient les émeutiers de Juillet. À l'idéal figé, au dogmatisme intransigeant se substituait la suprématie du cœur et des forces irrationnelles de l'âme. Comme nous le verrons, pourquoi ne pas admettre que Gabriel Andral avait obéi à ce mouvement en abandonnant sa carrière pour se consacrer à la femme qu'il aimait? Le monde scientifique ne pouvait échapper à cette tendance et tout particulièrement le wissenschaftliche Welt, le monde savant, germanique dans lequel la naturalphilosophie avait un peu erré au début avec Lorenz Oken, 1779 à 1851, fervent patriote, ardent partisan de l'unité allemande, dont le mysticisme des nombres et les théories fumeuses ramenaient le règne animal dans sa totalité à un gigantesque et unique organisme. Cela ne l'avait pas empêché, dès 1805, d'avoir l'intuition de la structure cellulaire des tissus vivants. Un édifice métaphysique avait été élaboré, dissimulé derrière un décor scientifique. Le Weltanschauung, conception du monde, inspiré d'Emmanuel Kant 1724 à 1804, avait donné lieu à de fumeuses spéculations où la force expansive s'opposait à la force répulsive en un pugilat permanent entre l'esprit et la matière, entre l'électricité positive et l'électricité négative, entre l'unité et la pluralité. La création était assimilée à une colossale pyramide qui culminait avec la vie organique, et dont le sommet était l'existence humaine. Dès lors, la raison et l'expérience fusionnaient dans l'esprit divin, intégrant la vie dans le concert des forces cosmiques. La médecine devait accueillir d'un même cœur raisonnement et observation, l'un et l'autre étant d'origine divine, l'omnipotence de Dieu les mettait à l'abri de toute contradiction. La médecine redevenait une explication philosophique de la santé et de la maladie. Les systèmes faisaient florès en Allemagne. L'historien Richard Schrayock cite le système der Medicin, système de médecine, 1817, de Dietrich Kieser, 1779 à 1862, proche de Oken, ouvrage dans lequel ce professeur d'Iéna consacrait les 3/4 de son texte à des spéculations, comme l'attraction des principes mâles et femelles, et le dernier quart à des observations. Et que dire d'August Heinroth, 1773 à 1843, qui rattachait la folie à l'immoralité consécutive au péché originel, le seul remède étant la religion et le repentir. Ce fut à cette époque que le mesmérisme connut un regain de faveur et que la phrénologie, avec laquelle Broussais pactisera, s'épanouit. Les théories idéalistes, abstruses et stériles, mêlant l'ontologie de Kant aux données des sciences de la vie, menaient à l'échec. Les Allemands le comprirent vite. Une jeune génération de scientifiques contribua à fonder l'anatomie microscopique et l'hématologie, sur des bases histologiques et chimiques novatrices, comme Rudolf Virchow, 1821 à 1902, qui publia en 1845 sur la leucémie, comme Otto Funke, 1828 à 1879, qui découvrit l'hémoglobine en 1851, ou Anton Kramet, 1822 à 1855, qui permit la numération des globules rouges avec le premier hématimètre en 1855, ou Anton von Birmer, 1827 à 1892, qui, en 1868, décrivit l'anémie pernicieuse. En France, le vitalisme matérialiste de Bichat considérait les propriétés vitales, instables et imprévisibles, comme impropres aux applications de la physique et de la chimie. Ces tissus qu'il regardait comme simples et qu'il comparait à l'hydrogène, à l'azote et au carbone, étaient en fait infiniment plus complexes. Cette vision schématique de la structure de la matière vivante ouvrait la porte à Broussais, qui bâtit son système sur l'indéterminisme de l'auteur du traité des membranes.
Puisqu'il fallait dédaigner les forces physico-chimiques, l'irritation devenait dès lors le concept unificateur qui permettait d'abolir la pathologie des organes pour lui substituer la pathologie fonctionnelle, vaste entité floue qui avait pour ambition de ramener tous les symptômes à la gastro-entérite. Flaubert disait que la médecine française était sortie du tablier de Bichat, mais le broussésisme est sorti du traité des membranes qui instaura le concept de maladie tissulaire, l'inflammation de toutes les membranes séreuses, qu'elles soient méningées, pleurales ou péritonéales, se manifestant par les mêmes symptômes. On comprend pourquoi Andral a combattu de toutes ses forces cette doctrine qui détournait la pensée de Bichat et ramenait la médecine aux errements du passé. Il s'est produit finalement pour l'anatomopathologie et la physiopathologie au XIXe siècle, le même phénomène que pour l'anatomie et la physiologie au XVIIe siècle. La connaissance de l'anatomie normale avait conduit à une meilleure connaissance de la physiologie, celle de l'anatomie pathologique conduira à une meilleure connaissance de la physiologie de la maladie. Au début du XIXe siècle, cette discipline était encore dans l'enfance, se contentant de rapporter les formes, les couleurs, les rapports. Andral, avec ses pairs, occupait un peu la place des grands anatomistes, comme Govard Bidloo 1649 à 1713, Frédéric Ruich 1638 à 1731, William Cheselden 1688 à 1752, ou Bernard Siegfried Albinus 1697 à 1770. Mais eux fixaient par le dessin ce que leur regard avait saisi. Pourquoi diable Andral ne nous laissa-t-il aucune iconographie ? Était-il intimidé par Jean Cruveilhier, 1791 à 1874, qui commençait à publier les planches in-folio de sa monumentale anatomie pathologique du corps humain et plaidait pour ce procédé, encore plus utile qu'en anatomie normale, pour pallier la fugacité du regard, la difficulté de traduire le processus pathologique par des mots, la tendance qu'a l'observateur de s'impliquer dans ses descriptions. Plus prosaïquement, il rappelait que c'était le seul moyen de contourner la difficulté à conserver intactes les pièces anatomiques. Il ajoutait avec malice : combien de faiseurs d'hypothèses si tranchants, si dogmatiques dans une description animée dont l'imagination avait fait tous les frais, ont été trahis par la figure même qu'ils invoquaient, critiques muettes mais irrécusables de leur erreur ou de leur mauvaise foi. C'est possible. Mais Philippe Ricord, 1800 à 1889, nous a peut-être donné l'explication en racontant une anecdote révélatrice de l'état d'esprit de ses confrères à l'époque. On trouve ce récit dans la préface de son traité complet des maladies vénériennes. Avant de commencer l'atlas que je publie aujourd'hui, je crus utile de consulter une de nos anciennes célébrités chirurgicales. Gardez-vous, me dit ce maître habile, d'ajouter de nouvelles images à celles qui encombrent déjà la science et qui ne font le plus souvent que la défigurer. J'allais être convaincu qu'il avait raison, lorsque dans le cours de notre conversation sur les maladies des organes génitaux, le savant chirurgien, qui venait de jeter une si grande défaveur sur la représentation matérielle des faits anatomiques ou chirurgicaux, pour mieux me faire comprendre la nature de quelques cas remarquables dont il avait donné l'histoire, me montra, oublieux de ce Q'. Il venait de me dire, les planches qui accompagnaient son travail et qui en effet, quoique assez mal exécutées, me servirent beaucoup mieux que les bonnes descriptions que je venais d'entendre. Je sortis alors de chez lui avec la persuasion que ce qui pénètre dans l'intelligence par plusieurs sens à la fois, s'y grave plus profondément, et qu'une description, en présence autant que possible de la chose qu'on décrit, semble toujours plus claire et se retient mieux. Toutes les publications de Gabriel Andral ont été consultées, particulièrement la 3e édition de sa Clinique médicale de la Charité, 1834 et la 2e édition de son cours de pathologie interne, 1848, elle seule comportant une table alphabétique. Les éventuelles différences entre les diverses éditions ont été vérifiées et signalées quand cela était nécessaire. Par convention, le prénom, la date de naissance et de décès des personnes citées figureront in extenso uniquement lors de leur première apparition dans le texte. 1. Une enfance italienne, une jeunesse parisienne. Né à Paris le 6 novembre 1797, Gabriel Andral était issu d'une lignée médicale séculaire, sa famille, originaire d'Espédaillac dans le Lot, comptant déjà 3 générations de médecins. Son père, Guillaume Andral, 1769 à 1853, était membre honoraire de l'Académie de médecine depuis le 16 avril 1823.
Il avait exercé la chirurgie dans les armées de la Révolution. Affecté d'abord dans un hôpital d'Amiens, il y reçut les blessés de la division de Joachim Murat, 1767 à 1815, son ancien condisciple au lycée de Cahors. Celui-ci se l'attacha comme médecin à l'armée d'Angleterre. Chirurgien militaire en Toscane, Guillaume Andral retrouva Paris quelque temps aux Invalides où il avait été nommé adjoint au médecin-chef, le vénérable Jean-François Coste, 1741-1813. Il quitta bientôt la capitale pour accompagner en Italie celui qui était désormais le prince Murat proclamé roi des deux Siciles, le 1er août 1808. En 1805, Murat écrivait dans une lettre où il recommandait un frère de Guillaume Andral au ministre des Finances Martin Michel Charles Gaudin, 1756 à 1841. Il est le frère du docteur Andral, médecin de Madame Murat et de sa maison, qui possède depuis longtemps mon estime et mon attachement et que je désire beaucoup obliger dans cette circonstance. À Naples, Guillaume Andral était non seulement médecin de l'hôpital et de la garde royale, mais également inspecteur général des établissements de santé civile et militaire, avec les plus hautes distinctions. Il y avait d'abord séjourné sans sa famille. Dans une lettre destinée à sa mère, datée du 6 janvier 1809, il avouait « Je deviens de plus en plus incertain sur l'époque à laquelle je ferai venir ici ma femme à cause de mon fils. Il n'y a ici aucun moyen d'instruction et il serait bien malheureux que l'éducation d'un enfant qui annonce autant de dispositions fût négligée. » Le 15 avril 1809, il faisait part à son ami Delpont de ses hésitations. Je suis toujours dans l'incertitude de faire venir ici ma femme et mes enfants au mois de septembre. Sa lettre du 12 octobre 1810 lui permettait d'annoncer enfin à sa mère que sa femme et ses deux enfants, Gabriel et sa sœur Caroline, qui ne connaissaient pas leur grand-mère paternelle, étaient arrivés à Naples, sans trop de fatigue. Mon fils est toujours studieux, je suis très content du précepteur que ma femme a emmené avec elle. Il est peut-être un peu trop vieux, mais mon fils est si raisonnable que l'âge de M. Bertrand ne m'inquiète pas. Vous apprendrez avec plaisir que c'est est un prêtre respectable, ce qui fera que votre petit-fils sera un peu plus dévot que votre Guillaume. Dans un courrier du 7 août 1812, ce fut encore à Delpont qu'il parla de Gabriel, dont la précocité l'étonnait. Il m'a souvent dit « Mr. Delpont devrait bien faire un voyage en Italie, je serai son Cicérone, souligné, et je t'assure qu'il ne s'en acquitterait pas mal. Il ne fait jamais une course sans mettre par écrit tout ce qu'il a vu, où je trouve parfois des réflexions bien au-dessus de son âge. Il est toujours très appliqué et cela ne nuit en rien à sa santé ni à sa croissance. Sais-tu bien qu'il va avoir 15 ans ? Quel coup de cloche, mon ami, elle sonne la retraite. » De Gabriel Andral enfant, nous avons un portrait à l'âge de 4 ans, reproduit dans un supplément illustré du Progrès médical en 1935. Dans la même publication, P.A. Struck présentait un fragment de la lettre envoyée par Guillaume Andral à son frère Antoine, le 14 février 1810, dans laquelle il rapportait des propos flatteurs de Murat, alors roi de Naples, sur le jeune Gabriel. « C'est vraiment un sujet extraordinaire », se serait-il exclamé après avoir vu l'enfant. Il était toujours au service de Murat en janvier 1814, alors que sa famille avait regagné Paris un an auparavant. Dans un courrier envoyé à Espédaillac, le 11 janvier de cette année, marqué par la campagne de France et l'abdication de Napoléon, il précisait « Je reçois toujours d'excellentes nouvelles de mes enfants, mais je n'en suis pas moins malheureux d'être obligé de vivre loin d'eux. » Après la chute de Murat, Guillaume Andral gagna Toulon, et rejoignit plus tard Napoléon auprès duquel il participa à la bataille de Waterloo. Il fera partie des médecins de Louis XVIII. Il avait épousé la fille d'un procureur du Châtelet, issue d'une famille anciennement janséniste, Madeleine Louise Jobineau de Marolles. Selon Fosséieux, les deux Andral, père et fils, habitaient à Paris 11 rue des Saussets. Dans une lettre adressée le 11 septembre 1811, il demandait à son beau-frère de faire expédier 2 dindes truffées à sa femme à cette adresse, proche du faubourg Saint-Honoré. Le jeune Gabriel, de retour en France dès 1813, fut inscrit au lycée Louis-le-Grand. Selon Victor Alban Fauconneau Dufresne, 1798 à 1885, il avait une bonne connaissance de l'italien. Des années plus tard, ses ouvrages seront d'ailleurs traduits dans cette langue. En 1815, il commença ses études de médecine sous la direction de Marie-Alexandre Desormeaux,
1778 à 1830, membre de l'Académie de médecine en 1821 et traducteur du De Sedibus et Causis Morborum, de Giovanni Battista Morgani, 1682 à 1771, de 1820 à 1824. Il suivit les leçons de clinique médicale de Pierre Fouquier, 1776 à 1850, et celles du baron Alexis Boyer, 1760 à 1833, en chirurgie. Il racontait qu'un jour, il accompagna l'Herminier, chef d'un service de médecine à l'hôpital de la Charité, à l'amphithéâtre où celui-ci devait effectuer une autopsie. Il fit bonne impression à l'Herminier, qui connaissait son père, et qui l'invita à revenir dans son service. C'est ainsi qu'Andral devint l'interne bénévole de cet ancien élève et ami de Corvisart, ancien médecin par quartier de la maison de l'empereur, qu'il avait suivi en Espagne et en Russie. Andral père et l'Herminier se connaissaient, et partageaient les mêmes opinions bonapartistes. La salle de l'Herminier à la Charité comportait 112 lits, et Gabriel Andral, levé dès 5 heures du matin, arrivait tôt puis suivait la visite du maître et rappellera Béclard. Chaque jour on pouvait voir entrer dans les salles de la Charité ce jeune homme à peine sorti de l'adolescence, à l'air sérieux, réfléchi, appliqué, portant sur toute sa personne comme la marque de la vieille souche janséniste d'où descendait sa mère. Il se faisait remarquer par l'aménité et la douceur de son caractère, par son assiduité et son travail, dira plus tard Fauconneau Dufresne, son condisciple chez l'Herminier, avec le futur chirurgien Philippe Blandin, 1798 à 1849. Sans projet préconçu, et c'était bien dans son caractère, il commença immédiatement à recueillir les matériaux qui lui servirent à composer la clinique médicale, l'idée ne lui en étant venue qu'en 1822. C'est à cette époque qu'il se lia d'amitié avec Pierre-Charles Alexandre Louis, 1787 à 1872, assistant d'Auguste François Chaumel, 1788 à 1858, également chef de service à la Charité. Ils échangèrent des observations. Andral publia beaucoup dans la Gazette de santé, dès 1820, notamment sur les hémorragies interstitielles des muscles et sur les cancers méconnus de l'estomac. Il soutint sa thèse en 1821. Dédiée à ses parents, elle comprenait 104 pages et s'intitulait « Recherche sur l'expectoration dans les différentes maladies de poitrine ». Andral ne présenta jamais le concours de l'internat. Il semble que le confort, que lui apportait sa situation familiale, et les facilités de recherche que lui apportait son travail à la Charité, lui permirent de ne pas être intéressé par les avantages matériels et scientifiques que ce concours procurait aux autres élèves. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Charité était un établissement modèle et non ce bâtiment vétuste qui fut abattu en 1937 pour céder la place à l'actuelle faculté de médecine de la rue des Saints-Pères. Architecte Nicolas Clavaro 1757 à 1816, sous la direction de Corvisart, construisit un amphithéâtre de 400 places avec table de dissection, transforma la chapelle en promenoir pour les élèves, installa 2 salles de pathologie et d'anatomie, des douches, des salles de bain. Au premier étage, il aménagea 3 infirmeries. Au second furent installées les femmes malades et les convalescents. Le médecin de l'empereur y inaugura ses leçons magistrales de clinique, dès 1799. Le 3 juin 1823, Andral fut élu adjoint résident de la section de médecine à la jeune Académie de médecine, fondée par ordonnance royale de Louis XVIII, le 20 décembre 1820. Il deviendra membre élu de la section de pathologie médicale, le 26 février 1833. Labarthe racontait comment Andral, qui se présentait à l'Académie de médecine en 1833, ayant pour adversaire Pierre-François Olive-Reyer, 1793 à 1867, aurait fait négocier par ses partisans l'attribution à ce dernier, sans contestation, du fauteuil vacant de la section d'économie rurale de l'Institut, s'il renonçait à ses vues sur celui de médecine. Reyer aurait accepté, convaincu qu'une fois de la maison, la première place vacante ne pourrait lui échapper, ce qui se réalisa en 1835. Labarthe, malicieux nouvelliste, ajoutait ironiquement « Et dire qu'aujourd'hui, comme alors, tout se passe ainsi en famille à l'Institut. Risum teneati amici, amis retenez-vous de rire. » En 1828, il fonda avec Bouillot, Blandin, Cazenave, Littré, Dalmas, Reynaud,
Hippolyte Royer-Collard, le journal hebdomadaire de médecine qui paraissait une fois par semaine et dans lequel il publiera certaines observations de sa clinique médicale. Il ouvrit un cours privé d'anatomie pathologique à l'école pratique. Cela se faisait couramment. Bichat avait inauguré un cours d'anatomie, rue du Four, et Donné en organisera un de microscopie à l'école pratique également. C'était un excellent tremplin pour accéder à des postes plus officiels, l'administration universitaire se laissant volontiers forcer la main par des candidats ayant fait leurs preuves. Le cours remporta un franc succès. J'étais bien jeune encore, écrira-t-il. Il me sembla que je n'avais pas acquis l'autorité nécessaire pour me livrer d'emblée à l'enseignement de la pathologie, et j'ouvris un cours d'anatomie pathologique. En décrivant les lésions, je remontais à leur mode de production et beaucoup de mes leçons furent consacrées à discuter les leçons de pathogénie qu'avaient soulevées les doctrines de Broussais. Fauconneau-Dufresne vantera la facilité de sa parole, la chaleur de sa diction, le jugement profond et assuré qu'il portait sur toute chose, tant les sujets qu'il traitait lui étaient familiers. En 1824, il se présenta à l'agrégation avec un travail rédigé en latin. En antiquorum doctrina de Chrysibus et Dibus criticis admittanda, en incurandi morbis et praesortem acuti observanda. Doit-on admettre la doctrine des anciens à propos des crises et des jours critiques? Doit-on suivre leurs recommandations pour traiter les maladies, notamment aiguës? Ce concours avait été institué récemment, à l'instigation de Monseigneur Frayssinous, grand maître de l'université, par la loi du 2 février 1823. Andral y fut nommé, en même temps que Jacques-André Rochoux 1787 à 1852, Antoine-Louis Dugès 1797 à 1838, Alfred Velpeau 1795 à 1867 et Jean Cruveilhier 1791 à 1874. Les Archives nationales conservent le décret de nomination de M. Andral fils à la chaire d'hygiène en remplacement de Joseph-René Hyacinthe Bertin, 1757 à 1827, décédé, décret du 3 janvier 1828, signé par le ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique de l'époque, Denis Frayssinous, évêque d'Hermopolis, dont nous reparlerons plus loin. Sa carrière universitaire débuta donc en janvier 1828, lorsqu'il devint professeur d'hygiène en remplacement de Bertin. Au moment de la Révolution de juillet 1830, il abandonna cette chaire à René Desgenettes, 1762 à 1837, qui en avait été évincé, pour celle de pathologie médicale. Lors de la distribution des prix, au début de 1831, Andral se livra à une violente diatribe contre le gouvernement de Charles X et se félicita de l'éviction des professeurs nommés à la suite des incidents de 1823, tout en ménageant Antoine Dubois. Il s'assurait ainsi la sympathie de ses collègues et celle du monde étudiant. À l'époque, même les plus réactionnaires n'hésitaient pas à flagorner pour s'attirer les bonnes grâces d'une jeunesse turbulente, que son romantisme inclinait aux tumultueuses manifestations et aux ténébreux complots. Éclectisme et diplomatie étaient bien assortis. Andral attira, pendant 8 ans, une foule d'élèves, séduits par la qualité des leçons du jeune et talentueux maître. Son enseignement se faisait parallèlement à celui de Broussais, ce qui, au dire des contemporains, n'allait pas sans friction avec le vieux lion du Val-de-Grâce, dont la doctrine était en perte de vitesse. En effet, le cours du fondateur de la médecine physiologique précédait celui de son jeune rival, si bien que les étudiants qui voulaient bénéficier d'une bonne place au cours d'Andral arrivaient en avance et occupaient les places laissées libres, et il y en avait beaucoup, quitte à écouter les imprécations de Broussais pendant la demi-heure précédant l'arrivée de son rival. Voici le court et pittoresque portrait qu'en donnait, en 1833, le médecin-poète américain de Boston, Olivier Wendell Holmes, 1809 à 1894, alors étudiant en médecine à Paris. Broussais ressemblait alors à un vieux volcan qui a presque usé tout son feu, toute sa lave, mais qui bouillonne encore dans son cratère. Dans la 3e édition de son examen des doctrines médicales, Broussais dépeignait ainsi son jeune compétiteur. Monsieur Andral ne déprécie point avec aigreur car son caractère est doux et bienveillant, mais il marche constamment vers un double but, la désorganisation des systèmes parce qu'il ne croit pas à leur utilité, la substitution du doute, car le doute lui semble plus sage et plus philosophique que tous les systèmes explicatifs des phénomènes de la vitalité.
Il lui reprochait surtout de négliger ce qu'il appelait les modificateurs appréciables, autrement dit l'agent causal qui lèse l'action vitale et dont l'intervention précède la lésion anatomopathologique. Or pour Broussais, c'était l'irritation. Andral commettait un sacrilège en lui substituant le terme d'hyperémie, et poussait même l'audace jusqu'à parler d'hypémie, s'il y avait diminution du sang dans sa quantité normale. Circonstance aggravante aux yeux de Broussais, Andral était le créateur de ces mots qui faisaient fi de l'inflammation. Le dédain de Broussais pour les éclectiques en général s'exprimait parfois avec plus de rudesse que les éclectiques prétendus, que des intrigants qui font leur gloire à une indépendance aussi ridicule, en fait de dogmes médicaux qu'elle est impossible, trompent la bonne foi, la simplicité ou la paresse des académiciens étrangers à la médecine, se fassent adjuger des récompenses qui ne sont dues qu'à leur maître, et manquent de loin la chair ou le fauteuil qu'ils convoitent, que m'importe à moi qui depuis que j'y existe, et fait le serment de n'écrire que pour proclamer la vérité. Les insectes parlants qui repullulent aujourd'hui avec plus de force que jamais sous l'influence d'astres malins, trop visibles pour qu'il soit besoin de les montrer. Ces êtres dont le souffle flétrit tout ce qu'ils touchent, ont déjà dit en lisant ces lignes, et se proposant sans doute d'écrire au plus vite, que le dépit de n'être pas là où je crois devoir être me fait tenir ce langage. Je ne puis mieux leur répondre qu'en publiant la préface du premier examen, publiée en 1816. En 1836, les leçons magistrales du jeune professeur, recueillies par Amédée Latour, 1805 à 1882, avaient été éditées à Paris par Just Rouvier et Le Bouvier. Latour, originaire de Toulouse, avait passé son doctorat à Paris en 1834 et se consacrait au journalisme médical. C'est lui qui dirigeait la rédaction du journal hebdomadaire de médecine, qui deviendra la Presse médicale. Il fondera l'Union médicale en 1850 et publiera dans les pages de ce journal, puis en livre, les fameuses lettres sur la syphilis de Ricord. Dans l'introduction de ce cours de pathologie interne, il proclamait sa communauté de pensée avec Andral et approuvait le rejet des systèmes par une génération entière de médecins. Vous savez que pour un Galilée on trouve 1000 Cyrano de Bergerac. C'est un des plus grands et des plus incontournables principes de la philosophie baconienne, qu'en critique scientifique, une idée, une assertion, une théorie n'est rien sans la démonstration, sans la preuve, sans le fait. Or ce fait que vous demandiez, on ne le produisait pas, c'est tout ce que vous aviez à constater. Entrer sur le terrain spéculatif et dogmatique, c'était s'exposer à être battu par des adversaires qui auraient manié mieux que vous, hommes de science pratique, l'arme perfide et si souvent décevante de la dialectique. Le plan adopté par le jeune professeur était donné dans les préliminaires de son cours. Il différait totalement de celui de ses prédécesseurs. Pinel, inspiré par Linné, avait distingué 6 classes morbides, les fièvres, les phlegmasies, les hémorragies, les névroses, les maladies du système lymphatique et les maladies inclassables et sa nomenclature reposait sur des causes inconnues, incertaines et obscures et pire encore sur un regroupement spéculatif de symptômes. Alibert, inspiré par Bichat, avait réparti les maladies d'après leur siège tissulaire ou organique, ce qui lui permettait de créer de superbes néologismes comme les gastroses, les entéroses, les coloses, les uroses, les pneumonoses, les angioses, les leucoses, les adénoses, les ethmoplécoses, maladies du tissu cellulo-graisseux et les blénoses, maladies du tissu muqueux. Cela avait été l'occasion pour l'auteur de l'Arbre des dermatoses de léguer à la postérité le superbe atlas en couleurs, dont seul le premier tome parut en 1817 et intitulé « Nosologie naturelle ou les maladies du corps humain distribuées par famille ». Cette œuvre, qui devait être monumentale, était restée inachevée en raison du coût exorbitant de sa réalisation. Alibert avait eu un émule en Piori, qui avait édité de 1841 à 1850 les 8 volumes de son traité de pathologie iatrique. Dans cette tentative fastidieuse de créer une nomenclature unifiée de la terminologie médicale, le préfixe de chaque mot indiquait le siège de la maladie, sa désinence, le type d'altération. Les gastrites se répartissaient ainsi en hyper- et hypogastronervie. Cette ultime tentative de classification de type linnéen n'avait connu ni succès ni postérité. On comprend dès lors qu'Andral ait choisi de répartir tout simplement les maladies locales d'après les différents appareils qu'elles concernaient, et de les grouper en lésions de circulation, de sécrétion, de nutrition, d'innervation et en production morbide.
Il avait appliqué la même méthode pour répertorier les maladies générales qui formaient un groupe à part caractérisé par des altérations du sang et des liquides, sachant qu'une affection locale pouvait se compliquer de symptômes généraux, et qu'une maladie générale pouvait préluder à des lésions locales. Il avait donc repris sa typologie basée sur les troubles de la circulation générale, altérations dans la formation ou la composition du sang, sur les troubles de la nutrition générale, diathèse atrophique, hypertrophique, gangréneuse et perversion de toutes les nutritions, sur les atteintes générales de l'innervation, diathèse hypo ou hypersténique, diathèse ataxique, perversion de l'innervation et enfin diathèse pyrexique. En 1838, Broussais mourait d'un cancer rectal. Andral fut nommé à l'unanimité professeur de pathologie médicale. Selon Amédée Latour, qui recueillit et rédigea ses leçons, la parole du professeur était rapide, chaleureuse et convaincue, ce qui recoupe l'opinion de Fauconneau-Dufresne. Le cours, inventaire honnête des connaissances de l'époque, commençait par les maladies du tube digestif. Venaient ensuite celles de l'appareil circulatoire, celles de l'appareil respiratoire. Les maladies des systèmes de sécrétion regroupaient les organes d'exhalation, les séreuses, péricarde, plèvre, péritoine, les appareils de sécrétion glandulaire, glandes salivaires, pancréas, foie, appareil urinaire, thymus. Venaient ensuite les maladies des structures de la vie de relation, centres nerveux, organes des sens, appareils locomoteurs, organes génitaux. Une seconde édition, augmentée et entièrement refondue, paraîtra chez Germé Ballière en 1848. Dans sa préface, Amédée Latour précisait que l'auteur n'y avait pas collaboré. L'ouvrage, qui comportait une table alphabétique, était augmenté d'un supplément sur les maladies des fosses nasales et de l'oreille. Le troisième volume était complété par une histoire des empoisonnements au nombre desquels Latour citait pêle-mêle les virus, les morsures et les piqûres d'animaux venimeux, la morve, le farcin et la syphilis. À propos des fièvres, il citait in extenso des passages de la clinique médicale et développait particulièrement la description de la fièvre typhoïde à la lumière des travaux de Louis, Bouillot, Chomel et Forget. Mais l'œuvre majeure d'Andral avait été cette clinique médicale de la Charité, dont le premier volume, imprimé en 1823, était consacré aux fièvres et comportait une table alphabétique. L'Herminier n'avait jamais publié. Dès son entrée dans le service et sur les recommandations de son maître, le jeune Andral avait commencé à réunir les matériaux de ce livre dont Chauffard, en 1877, soulignait l'influence sur la médecine du début du siècle. Andral, en entreprenant ce travail considérable, se remémorait sans doute cette phrase de Corvisart. Toute théorie se tait ou s'évanouit presque toujours au lit du malade, pour céder la place à l'observation et à l'expérience, et cette autre de Laennec. L'anatomie pathologique est une science qui a pour but la connaissance des altérations visibles que l'état de maladie produit sur les organes du corps humain. L'ouverture des cadavres est le moyen d'acquérir cette connaissance, mais pour qu'elle devienne d'une utilité directe, il faut y joindre l'observation des symptômes ou des altérations de fonction qui coïncident avec chaque espèce d'altération d'organes. Dans les premières pages du premier volume totalement consacré aux fièvres, il proclamait son impartialité. Entièrement étranger à tout esprit de parti et persuadé qu'un sage éclectisme est la voie la plus sûre pour atteindre la vérité, nous n'avons dédaigné l'examen d'aucune opinion, mais nous n'avons pas craint de signaler l'erreur partout où l'erreur nous a paru exister. Nous garantissons seulement l'exactitude des faits. Le lecteur jugera si ces faits ont été bien ou mal interprétés. En 1829, dans la préface de la seconde édition, il réaffirmait les principes qui avaient dirigé son travail. La médecine, en effet, est loin d'être à présenter un ensemble systématique de connaissances qui permettent de négliger l'investigation patiente des faits particuliers. Aussi, éclectique par nécessité, comme l'est tout médecin près du lit des malades, je me suis efforcé de tenir compte des divers systèmes que pour les discuter en présence de chaque fait considéré dans son individualité. Cet ouvrage ne doit donc être considéré que comme un recueil de faits. C'est une exposition toute analytique des cas les plus remarquables de médecine pratique, que j'ai eu l'occasion d'observer à la clinique de monsieur le docteur L'Herminie. Il était en tout point le fils de son siècle, clinicien, anatomopathologiste et un peu sceptique. Son essai d'hématologie pathologique sera sa dernière contribution scientifique. Il était alors âgé de 46 ans. L'ouvrage,
précédé de publications sur le même sujet dès 1840, en collaboration avec Louis Gavaret 1809 à 1890 et Onésime de Lafont 1805 à 1861, aura un fort retentissement dans toute l'Europe. L'hématologie était une spécialité ignorée jusque-là, le sang étant des 4 humeurs la plus significative puisqu'on y trouvait toutes les autres, et que par voie de conséquence son étude isolée était sans objet, car indissociable de celle des humeurs dans leur ensemble. Il y avait eu néanmoins quelques précurseurs, et non des moindres. Le premier semble être le Hollandais Anton van Leeuwenhoek, 1632 à 1723, génial bricoleur, qui parvint à fabriquer plus de 200 microscopes simples, avec lesquels il décrivit les globules rouges en 1674, et observa également la circulation capillaire, découverte par Marcello Malpighi 1628 à 1694 en 1661. Leeuwenhoek avait été précédé, en 1658, par Jean Swammerdam, 1637 à 1680, qui n'avait pas publié sa découverte de corpuscules ovalaires dans le sang de batracien. Malpighi avait observé des corpuscules identiques dans le sang des hérissons, mais il les avait pris pour des globules graisseux. Il fut plus heureux en découvrant dans le sang coagulé un réseau de filaments élastiques et blanchâtres qu'Antoine Fourcroy, 1755 à 1809, identifiera comme de la fibrine au début du XIXe siècle. Quant à la première monographie consacrée au sang, elle aurait été écrite par un obstétricien d'Utrecht, Thomas Schwenk 1694 à 1768, sous le titre latin d'Hematologia sive sanguinis historia, hématologie ou histoire du sang, 1743. L'anglais, John Huxham 1694 à 1768, avait bien établi que les globules rouges étaient nombreux dans la pléthore et raréfiés dans l'anémie. Il avait même pressenti l'hémolyse en imaginant qu'ils se déchiraient et se brisaient en parcelles sous l'effet de la fièvre. François Quesnay, 1694 à 1774, avait bien confirmé l'effet raréfiant des saignées sur le nombre des globules rouges et le rôle joué par leur agglutination dans la coagulation. John Hunter, 1728 à 1793, avait longuement écrit sur le sang et ses constituants, sa grande trouvaille étant d'avoir démontré, dès 1762, que les globules rouges tombaient beaucoup plus vite au fond d'une éprouvette dans les maladies inflammatoires que chez le sujet sain, ce qui faisait de lui l'inventeur de la vitesse de sédimentation. Même Paul-Joseph Barthez, 1734 à 1806, plus enclin aux spéculations philosophiques qu'aux travaux de laboratoire, avait trouvé une explication vitaliste à la coagulation du sang, rejetant une fois encore l'intervention de phénomènes chimiques, hydrauliques et mécaniques, et affirmant la prééminence de la puissance vitale après avoir pris connaissance de l'action des courants voltaïques sur la fibrine. On ne peut guère douter de la présence des apostrophes. Une force motrice vitale dans le sang, depuis les expériences qui ont été faites dernièrement et qui prouvent que la fibrine du sang peut avoir un mouvement de contractilité vive ou d'irritabilité. Intéressant amalgame entre force vitale et courant électrique. Enfin, le chirurgien William Hewson, 1739 à 1774, en 1777, avait le premier allégué que les globules blancs se transformaient en globules rouges dans la rate et dans les ganglions lymphatiques et que la fibrine n'était pas contenue dans les globules, mais dissoute dans le sang dont elle provoquait la coagulation. Toutes ces recherches recélaient une commune faiblesse, l'absence totale d'études chimiques crédibles. Finalement, il faudra l'avènement de la chimie moderne, notamment avec Jon Jacob Berzelius, 1779 à 1848, pour que l'étude de cette chair coulantée ne soit plus soumise à l'empirisme. Berzelius expliquait comment on voyait au microscope les mouvements des globules du sang dans les capillaires de la membrane natatoire d'une patte de grenouille, et leur forme aplatie qui leur permettait de se faufiler dans des vaisseaux de petit calibre. Il pensait que la fibrine agissait sur le sang comme le blanc d'œuf qu'on emploie pour clarifier les liqueurs troubles, et la considérait comme une des 4 parties constituantes albumineuses du sang avec l'albumine, la globuline et l'hématine, composant que le médecin et chimiste hollandais Klaas Mulder, 1796 à 1867, désignera sous la dénomination commune de protéines. Le berlinois Johannes Peter Müller, 1801 à 1858, donnait une bonne représentation des globules sanguins dans son manuel de physiologie en 1844, et estimait qu'il n'existait aucun moyen d'en évaluer sûrement la quantité, même avec les méthodes modernes d'analyse en chimie organique.
Pierre-Adolphe Piori, 1794 à 1870, dès 1840, avait publié un traité des altérations du sang dans lequel il s'attachait particulièrement à l'étude de l'augmentation de la fibrine et appelait éthémite l'inflammation du sang qu'elle révélait, comparant ses résultats avec ceux d'Andral. Ce dernier ainsi que ses deux collaborateurs, Gavaret et Delafont, avaient malheureusement adopté, mais avaient-ils le choix, la méthode d'évaluation des globules reposant sur la mesure du poids du caillot desséché, admettant a priori que la totalité de l'eau perdue par le sang coagulé appartenait au sérum, ce qui revenait à faire abstraction de l'eau combinée aux globules rouges eux-mêmes. Leurs résultats manquaient donc de précision, mais ils avaient eu le mérite d'ouvrir la voie à leurs successeurs. En effet, avec leur méthodologie assez grossière, Andral et Gavaret avaient tout de même établi que la fibrine augmentait pendant la grossesse et les phlegmasies, inflammations, et que la proportion des globules rouges fluctuait de façon constante et mesurable dans la pléthore, la chlorose, la thérapeutique par le fer, les saignées, la malnutrition et la diète, et enfin que la fibrine du sang diminuait ou restait stable dans les fièvres. En Allemagne, les travaux sur le sang se multipliaient. En 1843, paraissait la traduction par A. J.L. Jourdan de l'Anatomie générale de Hanle, dont l'édition originale allemande datait de 1841. On y trouvait les descriptions des différents microscopes, notamment celles des modèles équipés de lentilles achromatiques, des conseils de fixation et de coupe fine des tissus, et la critique du parti pris de certains contre la micrographie. Au reste, on a singulièrement exagéré le danger des illusions, et par là fait tomber le microscope dans un discrédit qu'il ne mérite pas. Plus de 140 pages étaient consacrées au sang normal chez l'homme et l'animal, avec une planche représentant des globules vus au microscope. L'auteur allemand distinguait bien deux sortes de globules, les uns colorés en orange, les hématies, les autres incolores, les globules blancs. Le noyau des globules de certaines espèces était identifié. L'examen morphologique était mené de front avec l'étude biochimique. Un an après la publication de l'essai d'hématologie, en 1843, Alfred Becquerel, 1814 à 1866, et Emma Rodier publiaient leurs recherches sur les altérations du sang dans lesquelles ils contestaient la validité des résultats d'Andral. En 1846, Alfred Donné, 1801 à 1878, éditait son cours de microscopie bientôt accompagné de l'Atlas du cours de microscopie dans lequel l'auteur profitant de la merveilleuse invention du daguerréotype, les objets seront reproduits avec une fidélité rigoureuse, inconnue jusqu'ici, au moyen des procédés photographiques. Dans sa préface, Donné expliquait également comment il avait été amené à lutter contre les préventions du corps médical français vis-à-vis du microscope, et comment ces préjugés avaient fait perdre 10 ans à la recherche dans ce domaine. On est surpris d'apprendre que les appareils qu'il utilisait étaient munis d'un miroir réflecteur et d'un diaphragme permettant de régler l'intensité lumineuse, et grossissaient jusqu'à 600 fois. Il citait longuement les travaux d'Andral et Gavaret, soulignant que ceux-ci ne s'intéressaient pas aux altérations que subissent les globules en eux-mêmes et que le microscope est apte à découvrir. On est en revanche surpris qu'Andral ait rarement cité Donné dont la thèse, soutenue à Paris, en 1831, était intitulée « Recherches physiologiques et chimico-microscopiques sur les globules du sang, du pus, du mucus et sur ceux des humeurs de l'œil ». Donné avait décrit le premier les plaquettes qu'il nomma globulins et la leucémie avant Virchow. Il décrivait ainsi le sang leucémique, on parlait alors de leucocytémie, dans certains cas où l'on présumait que du pus circulait dans le sang, soit par suite d'une résorption, soit par suite de l'inflammation des vaisseaux. Le sang m'a offert une si grande quantité de globules blancs, c'est-à-dire de globules sphériques, granuleux, incolores, se comportant avec les réactifs comme les globules purulents, que je croyais avoir affaire à du véritable pus et être en droit des apostrophes. Affirmer que le microscope pouvait réellement servir à reconnaître la présence de pus dans le sang, mais en comparant de nouveau ces nombreux globules aux globules blancs, naturellement contenus dans le sang normal, et que j'ai précédemment décrit avec soin, je retombais dans de nouvelles incertitudes, en retrouvant les mêmes caractères physiques et chimiques aux uns et aux autres, le même aspect, la même manière de se comporter avec l'eau, avec l'acide acétique, l'ammoniac, l'éther, etc. Ne s'agissait-il donc alors que d'une simple augmentation dans la quantité des globules blancs naturels par des causes que nous examinerons tout à l'heure, et non d'une altération par le mélange du pus?
Il y a donc des cas dans lesquels les globules blancs paraissent en excès dans le sang. J'ai vérifié ce fait un trop grand nombre de fois. Il est trop évident chez certains malades pour que je puisse concevoir le moindre doute à cet égard. Donné, et Virchow le lui reprochera, ne donnait pas une description clinique de la maladie qu'il venait de découvrir. En somme, il péchait par excès de biologie là où Andral péchait par excès de clinique. Le jeune Jean-Martin Charcot, 1825 à 1893, publiera avec Charles-Philippe Robin, 1821 à 1885, en 1853, un cas de leucémie observé dans le service de Rayé, à la Charité, chez un homme de 45 ans dont autopsie avait montré une splénomégalie, une hyperleucocytose sanguine et la présence de cristaux octaédriques dans la moelle osseuse, cristaux retrouvés plus tard dans l'expectoration des asthmatiques par Ernst von Leyden, 1832 à 1910. On est également surpris par l'absence totale d'iconographie dans toute l'œuvre anatomopathologique et hématologique de Gabriel Andral. Le clinicien l'emporta toujours sur l'anatomiste au contraire de Jean Cruveilhier, 1791 à 1874, anatomiste et pathologiste à la fois. Cette absence d'illustration chez l'auteur de l'essai d'hématologie est peut-être le fruit d'une tradition héritée de la médecine humorale. Pourquoi représenter la lésion si elle n'est que la traduction aléatoire d'un processus diffus d'altération des humeurs, se traduisant dans les parties solides du corps par des stigmates non spécifiques? Les cabinets de curiosité d'autrefois, n'étaient-ils pas la traduction d'un éclectisme à prétention scientifique chez un collectionneur cultivé? Certes, même chez Broussais, cette négation de toute spécificité avait ses limites, et si on lui accolait le terme usurpé de physiologique, c'est qu'on pressentait le futur rejet de l'anatomie pathologique figée dans la mort pour se tourner vers l'aspect dynamique de la maladie vivante, si l'on peut dire. Broussais ne voulait pas étudier les lésions comme une pierre ou un cristal. De même, il était évident qu'Andral s'était libéré des vieux systèmes et avait ébauché une approche biologique de la physiopathologie. Ce n'était pas sa démarche scientifique qui était en cause mais sa tournure d'esprit. La tradition était agrandie mais non bouleversée. Elle s'enrichissait de faits nouveaux sans sombrer devant ces faits. On était ramené à l'éclectisme. Sa carrière hospitalière et universitaire aura été fulgurante. Une ascension de fils d'archevêque, aurait-on dit autrefois. Agrégé et membre de l'Académie de médecine à 27 ans, titulaire de sa première chaire à 31, il devait beaucoup à l'appui de son beau-père, Pierre-Paul Royer-Collard, 1763-1845. Il avait épousé sa fille, Angélique Royer-Collard, qui était riche, jeune, belle et recherchée, le 12 juin 1827, à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Fauconneau Dufresne racontera qu'Andral, postulant au bureau central des hôpitaux, n'avait obtenu une entrevue avec Jean-Antoine Chaptal, 1756 à 1832, qu'en arguant de son titre de gendre de Royer-Collard, ce que le seul exposé écrit de ses travaux n'avait pu obtenir. De ce mariage devait naître Charles-Guillaume Paul Andral, 1828 à 1889, qui mènera une carrière d'avocat et d'homme politique brillante et qui épousera Blanche Délius, 1837 à 1925. Celle-ci habitera Châteauvieux jusqu'en 1925, le château devenant à cette date la propriété de la société philanthropique. On raconte qu'en 1845 il avait été appelé au chevet du compositeur italien Gaetano Donizetti, 1797 à 1848, avec le syphiligraphe Ricord et l'aliéniste Jules Mitivier, 1796 à 1871, neveu de Jean-Étienne Esquirol, 1772 à 1840. Le grand compositeur avait été impressionné par l'élève de Laennec, solide gaillard de son âge, et s'était exclamé quel canne d'Andral, faccia di bellissimo uomo. Va ta grande forza sulle coste dritte di Sio, vol non fat malo alcuno, ed egli rideva, ce chien d'Andral avec son visage de beau gaillard. Il me frappa avec beaucoup de force sur les côtes à droite et je lui dis, vous ne me faites aucun mal, et il en rit. On peut imaginer que le médecin s'était entretenu avec son illustre malade, dans la langue du Dante qu'il avait apprise à Naples, dans sa jeunesse. Donizetti mourut 3 ans plus tard, sans doute d'une syphilis tertiaire. Comment cette carrière s'interrompit-elle? Peut-être du fait d'un certain désenchantement. Certainement pas uniquement à cause de cela, bien que ce fût dans l'esprit du temps.
Vigny écrivait. Les peuples déjà vieux, les races déjà mûres avaient vu jusqu'au fond des sciences obscures, les mortels savaient tout et tout les affligeait. Et Charles-Augustin Sainte-Beuve, 1804 à 1869, parlant de l'homme romantique dans ses portraits contemporains, répondait en écho. Son intelligence s'est élargie, sa science s'est accrue. Il a étudié, appris, compris beaucoup de choses et de beaucoup de façons, mais il n'a plus osé, ni pu, ni voulu vouloir. Jacques Perpignan mentionnait cette phrase dans sa thèse sur Gabriel Andral, laissant entendre qu'elle le concernait directement. Or Sainte-Beuve voulait parler du temps qui succéda à la chute du Premier Empire, et les lignes qui précédaient cette citation lui donnaient une toute autre signification. Notre siècle, à nous, en débutant par la volonté gigantesque de l'homme dans lequel il s'identifia, semble avoir dépensé tout d'un coup sa faculté de vouloir, l'avoir usé dans ce premier excès de force matérielle, et depuis lors, il ne l'a plus retrouvé. On remarque le même état d'esprit chez Alfred de Musset quand il disait avec angoisse et nostalgie « Tout ce qui était n'est plus, tout ce qui sera n'est pas encore ». Il est invraisemblable qu'un homme de l'intelligence d'Andral, animé par une telle ardeur et un tel enthousiasme, ait baissé les bras alors que la tâche déjà accomplie démontrait sa détermination et son acharnement au travail. Mais il faisait des envieux et comptait des adversaires politiques. Il incarnait un courant idéologique, issu à la fois de l'Empire et de sa chute. Ses relations lui venaient de sa propre famille liée à l'empereur par son rôle dans le service de santé de l'armée impériale, et à la bourgeoisie libérale par son alliance avec les Royer-Collard, eux-mêmes proches de Talleyrand, 1754 à 1838. Un de ses collègues parisiens, Claude Lachaise, écrivant sous le pseudonyme de C. Sachel de la Barre, reprochera à Andral d'être arrivé au plus haut poste sans concours, tout en admettant qu'il était un homme supérieur, soulignait qu'il avait échoué dans sa tentative de tout expliquer par les lésions cadavériques. Il ajoutait perfidement « Si pourtant M. Andral persistait dans son découragement, alors qu'il renonce franchement au poste éminent et après tout très lucratif qu'il occupe, et il évitera de donner à penser à ceux auxquels sa réputation porte ombrage, qu'il ne croit à la science que par les avantages matériels qu'elle procure. » Paschal Grousset, 1844 à 1909, alias André Laurie, romancier émule de Jules Verne, médecin de son état, avait laissé également quelques lignes sur le docteur Andral. Il nous livrait sa version de l'événement, proche de celle de Claude Lachaise, et l'attribuait au sentiment d'échec et de frustration qu'Andral aurait éprouvé en prenant conscience de l'impasse où menait la méthode anatomo-clinique française, illustrée certes par Bichat et Laennec, mais impuissante à progresser au-delà d'une liste de signes cliniques et d'un inventaire de rapports d'autopsie. Ce qu'on appellerait le complexe du prosecteur. Grousset écrivait méchamment « N'oublions pas qu'il n'était pas du tout du même bord politique, ces lignes au vitriol. » Chose étrange, au moment où il abandonnait ainsi la partie, le microscope allait apporter aux idées générales qu'il avait défendues le renfort imposant de ses révélations. Quelques années encore, et l'école anatomique allait triompher. Mais sourd cette fois à l'appel des héritiers directs de sa doctrine, M. Andral resta neutre et n'assista plus qu'en spectateur aux efforts de cette jeune garde. S'il sortit quelquefois de ce rôle passif, ce fut pour laisser tomber de ses lèvres pâles un blasphème contre ses anciens dieux. Enfin, ultime flèche meurtrière, M. Andral a voulu gravir un sommet trop élevé pour ses forces. Arrivé presque au faîte, il a été pris de vertige et il s'est cassé les reins dans le précipice. Les reproches qui lui avaient été faits par ses adversaires d'être exclusivement un ouvreur de cadavres tenaient d'autant moins que chez lui, toujours, l'étude des lésions marchait avec celle des symptômes. Mais la tuberculose de son fils et la maladie de son épouse, survenue pour cette dernière vers l'année 1846, avaient contribué certainement ou pour certains avaient été le prétexte à son éloignement de la scène médicale. Ce que les contemporains nous rapportaient du caractère de l'homme nous incline à penser que la première hypothèse est la plus plausible. Pourquoi refuser à ce médecin, hors du commun, d'avoir obéi à son cœur plus qu'à son intérêt? Le fait qu'il n'ait pas postulé au concours hospitalier, voie royale des ambitieux, plaide en faveur de cette éventualité. Dès lors, Andral, de 1852 à 1856, s'était contenté de faire un cours d'histoire de la médecine, édité par les soins de Tartivelle dans le journal L'Union médicale de 1852 à la fin de 1856. Malheureusement, il n'avait pas dépassé la période de Galien. Ensuite,
l'état de santé d'Angélique Andral s'aggravant, il avait renoncé totalement à ses activités professionnelles pour se consacrer à sa femme. On trouve dans une biographie très documentée sur Royer-Collard, écrite en 1857 cette remarque: Madame Andral depuis longtemps ne quitte plus son lit et n'est pas encore rétablie de sa couche unique de juin 1828, qui accrédite l'hypothèse d'une maladie grave chronique chez la fille de l'illustre philosophe dont la postérité fut accablée de maladie. 2 enfants morts en bas âge et une fille morte en 1842 Une affection rhumatismale. Les Archives nationales détiennent encore les décrets du ministère de l'Instruction publique et des Cultes qui avaient autorisé Andral, professeur, titulaire légitimement empêché, à se faire remplacer par Louis-Philippe Alfred Hardy 1811 à 1893 pour l'année universitaire 1855 à 1856, par Amilcar François Aran 1817 à 1861 pour celle de 1856 à 1857, par Ernest Lassègue, 1816 à 1883, de 1857 à 1860, par Paul-Émile Chauffard, 1823 à 1879, de 1860 à 1861 par Alexandre Axenfeld, 1825 à 1876 et Louis-Victor Marcé, 1828 à 1864, de 1861 à 1863, pour l'année 1863 à 1864, à nouveau par Chauffard et enfin, de 1865 à 1866, successivement par Pierre-Carl-Édouard Potin, 1825 à 1901, puis Paul-Joseph Laurin 1827 à 1875. Ses droits à la retraite devaient être admis en septembre 1866. Il était âgé de 69 ans. En 1868, Andral avait été appelé au chevet de Louis Pasteur, 1822 à 1895, et avait prescrit l'application de 16 sangsues derrière les oreilles de son auguste malade qui guérira non sans séquelles puisqu'il conservera une importante gêne fonctionnelle motrice de tous l'hémicorps gauche. La même année, il avait prononcé l'éloge funèbre d'Étienne-René Antoine Serre, 1788 à 1866, dont les travaux précurseurs sur la typhoïde annonçaient ceux de Bretonneau et de Louis. La guerre de 1870 avait éloigné le couple de Paris. Réfugiée à Châteauvieux, dans le Loir-et-Cher, où les Royer-Collard possédaient une propriété, Madame Andral y mourut en 1872. Pendant l'hiver 1875, lors d'un séjour à Paris, Andral contracta une pneumopathie et mourut quelques mois plus tard, malgré les soins de son collègue académicien Louis-Jules Beillet, 1813 à 1876, qui mourut lui-même le 7 mai de la même année, lui survivant d'à peine 4 mois. Dans sa retraite campagnarde, le vieux maître consacrait son temps à soigner les indigents du voisinage et à rédiger ses notes et souvenirs, documents malheureusement perdus après son décès, survenu le 13 février 1876. Le domaine fut légué aux orphelins des cheminots du Paris-Orléans, dont son fils, Charles-Guillaume Paul Andral, était administrateur. Andral fut inhumé dans le caveau de la famille Royer-Collard à Châteauvieux, aux côtés de sa femme. Page de titre de la thèse de doctorat d'Andral. Colle particulière. 2. La thèse de doctorat. Ce fut le 14 juin 1821 que Gabriel Andral soutint sa thèse de doctorat. Elle s'intitulait « Recherche sur l'expectoration dans les diverses maladies de la poitrine ». Le jeune médecin écrivait dans son introduction : « Si l'on nous reproche d'avoir traité un sujet qui ne présente rien de bien nouveau, nous répondrons avec Stoll que ce ne sont point les faits extraordinaires et rares qui doivent fixer l'attention du médecin praticien, mais que les plus communs sont au contraire ceux qui réclament son étude. » Ce travail, qui préfigurait ces fameuses cliniques médicales, lui avait été inspiré par l'Herminier dans le service duquel il faisait fonction d'interne à l'hôpital de la Charité. Elle traitait tour à tour de l'expectoration dans le catarrhe, la pneumonie, la pleurésie, la phtisie et quelques affections plus rares, la gangrène du poumon, les mélanoses, le cancer, les calculs, les hydatides, les kystes séreux, l'emphysème et l'œdème pulmonaire. Un chapitre était consacré à l'hémoptysie, le sang provenant soit de la muqueuse bronchique, soit des cavernes tuberculeuses, soit d'une apoplexie pulmonaire, embolie, soit enfin de la rupture d'un anévrisme aortique. Bien évidemment, le recours à la percussion et à l'auscultation était systématique. Ainsi dans la pneumonie au début, la percussion rendait un son net et le stéthoscope percevait des râles.
À la période d'état, la poitrine percutée devient mate et le frémissement de la respiration devient nul du côté malade. Les crachats, souvent couleur de rouille, étaient soigneusement examinés, ce qui non seulement guidait le diagnostic et le pronostic, mais encore orientait le choix thérapeutique. Des réactifs comme l'ammoniac ou l'acide sulfurique, qui les dissolvaient, étaient utilisés pour les différencier, et Andral passait en revue les méthodes chimiques d'identification basées sur l'action d'acide fort ou d'ammoniac, de potasse et de soude, méthode moins prometteuse que l'examen au microscope. Toutes ces techniques, peu fiables, en étant à leur balbutiement. Rien n'est à la vérité plus dissemblable que le pus de bonne nature fourni par un phlegmon et le mucus exhalé par une membrane saine. L'analyse chimique a démontré que le premier, composé de gélatine et de beaucoup d'albumine, se comporte avec les réactifs d'une manière toute différente que le mucus, qui est lui-même un principe immédiat. Leur distinction est par conséquent très facile. Mais elle devient bien autrement délicate, lorsqu'on veut soumettre à l'analyse le mucus sécrété par une membrane malade. C'est alors un liquide qui présente dans sa composition autant de variétés qu'il peut y avoir de modes différents d'irritation dans la membrane qui le fournit, et qui enfin se transforme insensiblement en un véritable pus, ainsi qu'on le voit dans l'inflammation des muqueuses pulmonaires, urétrales et oculaires. Dans la pleurésie, l'expectoration n'était pas spécifique et pouvait provenir d'une maladie intercurrente comme une tuberculose. Andral en revenait donc souvent à la bonne vieille méthode organoleptique basée sur la couleur, la texture, l'odeur, la saveur de l'expectoration, notamment dans la PHTZ. Ajoutons qu'il ne croyait pas à la contagiosité de la maladie. La gangrène du poumon, maladie rare, correspondait à un stade avancé de la pneumonie, ce que Bell appelait la PHTZ ulcéreuse, sans doute à juste titre car dans le compte-rendu d'autopsie du seul cas présenté, Andral note, en dehors de la lésion nécrotique détruisant le poumon droit, la présence dans le poumon gauche de tubercules. La mélanose du poumon, retrouvée fréquemment chez les vieillards, n'était pas spécifique de la tuberculose et ne se manifestait pas par une expectoration particulière. Le cancer du poumon, peu fréquent, se traduisait par la présence d'une volumineuse tumeur de l'apex des deux poumons. Les calculs pulmonaires étaient expectorés parfois par dizaines, leur taille allant de celle d'un grain de millet à celle d'un noyau de pêche. Inoffensive le plus souvent, l'expulsion de ces pierres pouvait entraîner une HE accent aigu hémoptysie, parfois fatale. Les ascaridioses et les hydatidoses pulmonaires étaient cités par Andral chez d'autres auteurs, dont Morgagni et Laennec. Il terminait son exposé par les kystes séreux, kystes embryogéniques, l'emphysème et l'œdème du poumon. Un chapitre était consacré à l'hémoptysie, le sang provenant soit de la muqueuse bronchique, soit des cavernes tuberculeuses, soit d'une apoplexie pulmonaire, embolie, soit enfin de la rupture d'un anévrisme aortique. Dernière page de la thèse de doctorat d'Andral. Le candidat devait commenter les aphorismes d'Hippocrate devant le jury. Collection particulière. 1. Dans les maladies aiguës, les prédictions de la mort ou de la santé ne sont pas totalement fiables. 2. Il est impossible de faire disparaître une forte apoplexie et difficile d'en résoudre une faible. 3. Chez les enfants épileptiques, la guérison s'opère par les changements d'âge, de lieu et de mode de vie. 4. La phtisie est surtout fréquente entre 18 et 30 ans. 5. Chez le phtisique, l'apparition de la diarrhée est mortelle. 6. Lors d'une ophtalmie, être atteint de diarrhée est bénéfique. 7. Dans la leucophlegmasie, la survenue d'une forte diarrhée guérit la maladie. Page de titre de la thèse d'agrégation d'Andral. Colle particulière. 3. La thèse d'agrégation. En Antiquorum Doctrina, de Chrysibus et Dibus Criticis admittanda. En Incurandi Morbis et Praesertim Acutiae, observanda. Doit-on accepter la doctrine des anciens concernant les crises et les jours critiques? Doit-on suivre leurs préceptes thérapeutiques en ce qui concerne les maladies, en particulier aiguës? Tel était le titre de la thèse d'agrégation de Gabriel Andral qui était venu en soutenance à Paris, le 18 février 1824. Elle était dédiée à l'Herminier avec l'épigraphe suivante: Optimo et dilectissimo patricarissimo magistro et amico,
à un excellent et très cher père, à un très estimé maître et ami. Le jury, présidé par Esquirol, comprenait Augustin Jacob Landré Beauvais, 1772 à 1840, Joseph Récamier, 1774 à 1856, René-Joseph Hyacinthe Bertin, 1757 à 1828, Louis-Aimé Fizeau, 1776 à 1864, Bruno Caillol, 1787 à 1856, Antoine Royer-Collard, 1768 à 1825, et J. Jadiou, 1867. Il y avait 23 compétiteurs. Nous l'avons vu, Andral avait été nommé en même temps que Jacques-André Rochoux, 1787 à 1852, Antoine-Louis Dugès, 1797 à 1838, Alfred Velpeau, 1795 à 1867, et Jean Cruveillet, 1791 à 1874. L'imprimeur Abelin s'était chargé de la typographie des 51 pages de l'ouvrage qui était divisé en 2 grands chapitres, Quaestio prima et secunda. La première question qui concernait les crises et les jours critiques se subdivisait en 3 parties, la première traitant des crises, la seconde présentant 19 observations et la troisième proposant une théorie des crises. Cette Critium Theoria lui avait donné l'occasion d'exprimer en bon latin son idéal éclectique et sa double appartenance à l'humorisme et au solidisme qui pour lui étaient indissociables. In hac resolvenda question, eclecticam philosophiam consectari, omnibus opinionibus et sectis si quid boni incit, de serper sapientissimum mihi videtur. Non omnes cris certuno modo explicari possunt. Aliae ex humorum permutation ibu, aliae ex organicis solidorum motibus praecipupend. De hoc nunc disramus. Pour résoudre cette question, il me semble des plus raisonnables de recueillir parmi toutes les opinions et auprès de toutes les sectes ce qui est bon en appliquant la philosophie éclectique. Toutes les crises ne peuvent certainement pas succéder à un unique mécanisme. Les unes dépendent de changements des humeurs, les autres de modifications des organes solides. Nous allons disserter maintenant de cela. Il énumérait 5 phénomènes qui, remarquons-le, concernaient les fluides de l'organisme. Les crises ab humorum de perdition, par déperdition des humeurs, perte de sang, de bile, de mucus. Les crises à métastasica humorum de perdition, par déperdition métastasique des humeurs, due à la résorption d'une sérosité du tissu conjonctif, de la plèvre ou du péritoine, vers un autre tissu soit par l'expectoration, soit par la sueur, soit par l'urine ou par les selles. Les crises AB inflammation transation EM, par transfert de l'inflammation, se traduisant par le transfert de l'inflammation vers la peau par exemple, provoquant un exanthème ou un abcès. Les crises à motus fluxionaris translation, par changement d'un mouvement fluxionnaire qui différait de l'inflammation proprement dite, comme cela se voyait dans la sudation critique de la pneumonie et les divers flux peu abondants sans inflammation et néanmoins à l'origine d'un mieux chez les malades. Enfin, les crises AB éliminatione materie morbide sanguinii mixte, par élimination d'une substance morbide injectée dans le sang. C'était le phénomène, nous dirions septicémique, qui se manifestait lorsqu'on injectait du pus ou des substances septiques chez des animaux de laboratoire. Il arrivait qu'après les accidents initiaux toujours gravissimes, la guérison survint avec émission de sels fétides, d'urine épaisse et sédimenteuse, de vomissements putrides ou avec apparition d'abcès. La deuxième question, beaucoup plus courte, traitait de la thérapeutique en général. On retrouvait ici, en ce qui concernait le mode de terminaison des crises, les conceptions développées par la médecine hippocratique et Galénie. Bouraev ne s'exprimait pas autrement, lorsqu'il interprétait la crise comme l'instant où la matière du mal se modifiait brutalement pour décréter la santé ou la mort. La matière ainsi transformée était dite critique. De l'issue de la lutte entre la nature et la maladie dépendait le destin du malade, le retour à la santé en cas de victoire de la nature ou la mort dans l'hypothèse inverse. C'était l'irritation des solides et des liquides qui causait ces phénomènes. La matière morbifique pouvait être évacuée ou transportée en un autre endroit. Les signes d'évacuation étaient le vomissement, la sudation, la salivation, l'expectoration, la diarrhée, la polyurie, les hémorragies, les abcès, les bubons, les lésions cutanées. Andral restera fidèle à cette manière de voir, son seul ajout concernant les expériences animales. Il ne faut pas imaginer que les médecins allaient renoncer facilement à ces notions issues de la nuit des temps,
puisque le Montpelliérain Elphèse Amelin 1840 à 1907, dans L'. Article Crise du deux chambres, en 1879, parlait encore des 4 grands groupes de crises que caractérisaient le siège des phénomènes dont elles étaient la traduction. Les surfaces muqueuses, hémorragie, crachat, diarrhée, les surfaces cutanées, sueur, les glandes, flux urinaires, parotidie. Thés et bubons ou le tissu conjonctif, furoncle, fluxion et gangrène. Néanmoins, le même auteur était conscient du changement radical apporté par la seule thermométrie clinique à l'interprétation des crises, bouleversement accentué par les recherches sur l'urine, dont on mesurait la quantité et la teneur en urée et en chlorure. Jean-Baptiste Bouillot, 1796 à 1881, avait fait adopter l'usage du thermomètre dans son service de la charité avant 1837. Il estimait, contrairement à Chomel, que pour la rigoureuse appréciation de la chaleur morbide, le thermomètre est un instrument incomparablement plus fidèle que la main, ce qui nous paraît un euphémisme. Son expérience reposait sur plus de 300 observations, et il estimait que la température du corps pouvait monter jusqu'à 40 degrés et même les dépasser en cas de fièvre, alors que le chiffre normal se situait entre 33 et 34 degrés. On a oublié que Piori, contemporain d'Andral, avait publié en 1840 les degrés de température de la peau mesurés chez 91 sujets sains ou malades et citait à ce propos cette phrase de Jean-Baptiste Biot, 1774 à 1862, à méditer. Lorsqu'on voit tant de résultats obtenus par le seul secours d'un peu de mercure enfermé dans un tube de verre et qu'on songe qu'un petit morceau de fer suspendu sur un pivot a fait découvrir le nouveau monde, on conçoit que rien de ce qui peut agrandir et perfectionner les sens de l'homme ne doit être pris en légère considération. Au début du XXe siècle, G.H. Roger, 1860 à 1946, estimait à propos de la crise qu'il fallait la considérer simplement comme une exagération des phénomènes normaux, ce qui mettait un terme à 2 millénaires de discussions stériles. Mais revenons au travail d'Andral. Dans ses corollariats, propositions, s'il admettait volontiers l'existence des crises dans les maladies aiguës ou chroniques, il récusait toutes les interprétations ésotériques qui les faisaient considérer par les anciens comme une manifestation de la providence divine se traduisant par la valeur prédictive des chiffres. Par exemple, le 7e jour était celui des crises parfaites car il correspondait au jour de repos de Dieu après la création du monde. Malheureusement, les crises annonçaient souvent des troubles très graves, une aggravation momentanée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.